Le juge a dit « Vous me faites perdre mon temps ». Quelques secondes plus tard, il a été arrêté. Lorsque Victor Carrington entra dans la salle d'audience, l'atmosphère se transforma, non pas au sens littéral du terme, mais dans cette tension invisible qui s'accroche au mur, épaissit le silence et rend la respiration difficile. Il y avait quelque chose dans sa présence, un mélange d'épuisement et de défi qui faisait tourner les têtes. Vêtu d'un costume bleu marine froissé qui semblait emprunté et d'une cravate légèrement de travers, Victor ressemblait plus à un homme assistant à des funérailles qu'à quelqu'un sur le point de se battre pour sa vie. Sa mâchoire était serrée, ses poings serrés le long du corps, ses jointures pâles sous une peau sombre. Ses épaules, larges après des années passées sous des capots de voitures rouillés et à soulever des moteurs, avec plus de confiance en ses bras qu'en des machines, étaient alourdies non par le travail cette fois, mais par la pierre invisible de l'accusation. Il n'avait jamais mis les pieds dans une salle d'audience auparavant, pas même pour une contravention de stationnement. Son univers se limitait au coin d'Eastwood Avenue, où son petit garage se dressait comme une dent tenace au milieu d'une pagaille de devantures abandonnées. Ce garage, sa fierté et son fardeau, étaient tout ce qu'il avait à montrer après 25 ans de galère. Pas de diplôme, pas de prestige, juste des mains honnêtes et un nom qui avait du sens dans ce quartier. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pas alors qu'il était accusé de blanchiment d'argent et de complicité avec le crime organisé. Pas alors que les médias l'avaient déjà surnommé le caïd du Grease, avant même qu'un seul juré n'ait entendu son histoire. Son esprit ressassait ce souvenir comme une courroie de ventilateur cassée, s'accrochant à chaque arête vive. 2 semaines plus tôt, la nuit avait commencé comme toutes les autres. Le garage était fermé, mais les lumières étaient encore allumées à l'intérieur. Victor avait les coudes dans la graisse, penché sous le capot d'une vieille Saturne qui appartenait à Madame Kaplan du coin. Elle n'avait personne d'autre et il restait toujours tard pour elle. C'est alors que l'homme entra, grand, pâle, bien habillé, le genre d'homme qui n'avait rien à faire dans un quartier comme Eastwood. Il parle avec urgence, prétextant une panne de voiture et une impatience de voir demain matin. Il proposa de payer en espèces, le double du tarif habituel, si Victor voulait bien jeter un coup d'œil. Le véhicule, une élégante berline importée, était garé juste devant. Victor hésita, mais le ton de l'homme était désespéré, et quelque chose dans sa façon de parler, mesurée, polie, sonnait comme quelqu'un qui ne s'attarderait pas assez longtemps pour causer des ennuis. Il accepta. Il ouvrit le capot, l'inspecta rapidement, resserra quelques points inutiles et se dit que c'était bon. L'homme parut satisfait, lui tendit une épaisse enveloppe et s'éloigna. Il n'y avait pas de papier, pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Victor se dit que ce n'était rien. Les riches étaient toujours bizarres. 2 jours plus tard, les flics enfonçaient sa porte d'entrée. Ils ont pris d'assaut l'appartement, au-dessus de sa boutique, comme s'il était un baron de la drogue. Arme au poing, voix forte. Son fils Marcus hurlait, tandis qu'il tirait Victor du lit et le plaquait au sol. Ils ont tout fouillé. Placard, tiroir, même le plancher sous l'évier de la cuisine, cherchant quoi? Ils l'ignoraient. Les policiers n'ont jamais expliqué. Ils l'ont menotté, poussé à l'arrière d'un SUV noir et ont interdit à son fils de le suivre. La boutique a été bouclée. Un avis de saisie fédérale était scotché sur la porte du garage, telle une condamnation à mort. Debout devant le juge Jonathan Weber, Victor se sentait désormais plus un numéro qu'un homme. La salle d'audience était froide, tant par la température que par le tempérament. Les murs de marbre se dressaient hauts, polis d'un éclat indifférent. Des drapeaux se dressaient comme des sentinelles muettes derrière le banc. Chaque son résonnait, pas, papier froissé, même une toux occasionnelle, amplifiant le sentiment que le monde était bien trop vaste et bien trop indifférent pour un homme comme lui. L'accusation ne tarda pas à le présenter comme un acteur complice d'une vaste opération criminelle. Le procureur adjoint Colin Brandt, un jeune homme aux cheveux lissés en arrière et à la réputation d'ambition,
dressa un récit apparemment indéchiffrable. Des photos de Victor serrant la main d'inconnus étaient projetées sur des écrans. Des relevés bancaires, montrant des dépôts qu'il n'avait jamais vus, étaient présentés sans contexte. Des images de surveillance, prises sous des angles flous, montraient son magasin. Des gens entrant et sortant à des heures indues, toujours déformées pour suggérer la culpabilité. La voix de Brandt était calme, assurée, méthodique. Il s'adressait au jury comme à des enfants ayant besoin de protection contre un prédateur rusé. Victor reconnut à peine l'homme décrit. Samuel Whittaker, son avocat, était assis à ses côtés comme un homme essayant de contenir l'effondrement d'un barrage. Avocat, grisonnant d'une 60aine d'années, Samuel s'était autrefois fait un nom en défendant des lanceurs d'alerte et des causes de défense des droits civiques, mais maintenant ses traits étaient effilochés. Il avait des poches sous les yeux et une claudication qui s'aggravait lorsqu'il restait debout trop longtemps. Mais sous la fatigue, il y avait de l'acier. Il croyait Victor. Il pensait que quelque chose clochait. Mais cette croyance n'était pas admissible au tribunal, et chaque tentative qu'il faisait pour contester la version de l'accusation se heurtait à une vive résistance. Le juge Weber présidait comme un homme qui avait quelque chose à faire. Il ne s'engageait pas, ne posait pas de questions, levait à peine les yeux de son banc. Lorsque Samuel s'opposait à l'inclusion de certaines pièces à conviction, invoquant l'absence de documents relatifs à la chaîne de possession, Weber la repoussait d'un revers de main. Lorsque Samuel tentait de présenter des contre-preuves, enregistrements vidéo, déclaration de moralité et même une déclaration notariée de Madame Kaplan, Weber soupirait et les niait une par une, invoquant la non-pertinence ou une erreur de procédure. Victor resta assis, les doigts agrippés au bord de la table de la défense, jusqu'à en avoir mal aux articulations. Il avait envie de hurler que ce n'était pas vrai. Que l'homme à la voiture de luxe était un piège. Qu'on se servait de lui. Mais il avait appris depuis longtemps que dans des salles comme celle-ci, sa voix n'avait aucune importance. Pas quand les hommes en costume avaient déjà décidé de la fin. Dans la galerie, les journalistes griffonnaient des notes, les appareils photo cliquaient et les curieux chuchotaient. Aucun d'eux ne le connaissait. Personne ne s'en souciait. Pour eux, il était un titre, un spectacle, un symbole. Victor se demanda combien de personnes s'étaient tenues là où il se tenait maintenant, innocent mais présumé coupable, et ressentit la même fatalité écrasante. Le poids de l'histoire, des préjugés, de la classe et du pouvoir, tout cela pesait sur lui jusqu'à ce que la vérité ne puisse plus respirer. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait obliquement à travers les étroites fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol ciré, l'audience s'éternisait vers sa fin provisoire. L'accusation termina sa plaidoirie avec assurance. Brandt retourna à son siège, rajusta sa cravate et esquissa un sourire narquois comme si la victoire lui appartenait déjà. Samuel se pencha vers Victor et murmura quelque chose de bas et d'urgent, mais Victor l'entendit à peine par-dessus les battements de son cœur. Le juge Weber regarda par-dessus ses lunettes, tambourinant des doigts sur son marteau, comme un homme lassé de la routine. D'un coup sourd, il signala une suspension d'audience. Le son résonna comme un verdict final. L'huissier demanda à chacun de se lever, et lentement, la salle se vida. Alors que Victor était conduit dehors, ses chaînes cliquetant doucement, il se tourna pour jeter un coup d'œil à la galerie. La plupart des visages étaient impassibles, certains curieux, d'autres critiques. Mais parmi eux, un homme se démarquait. Au fond, vêtu d'un costume bien trop cher pour cette salle d'audience, une silhouette l'observait attentivement. Sa posture était militaire, son visage froid et indéchiffrable, le lieutenant-général Marcus Knight. Victor le reconnut instantanément, bien qu'il ne se soit pas parlé depuis plus de 10 ans. Le souvenir le frappa violemment, le ramenant à une autre salle d'audience, à une autre vie, lorsque Knight l'avait accusé de vol lors d'une brève mission de Victor comme réparateur de véhicules sur une base militaire. Les charges avaient été abandonnées, mais la tâche demeurait. Il était de nouveau là, observant,
silencieux, mais indéniablement présent. Le cœur de Victor se serra. Ce n'était pas seulement un procès, c'était un message. Et quelque part au plus profond de lui-même, sous l'effroi et le désespoir, quelque chose en Victor commença à bouger. Un fil de résistance se resserra. S'ils voulaient l'enterrer, il leur faudrait faire plus que fabriquer des mensonges. Il leur faudrait écraser la vérité elle-même. Et il n'en était pas sûr. Pas encore. Pas tout à fait. 2 jours s'étaient écoulés depuis la première audience exténuante du procès, et le monde extérieur s'était accroché au nom de Victor Carrington comme des vautours encerclant un animal blessé. Des cars de reportage bordaient les rues devant le palais de justice, leurs antennes pointant vers le ciel, les caméras lançant des flashs d'une froide indifférence. Les gros titres défilaient sur les écrans des restaurants, des salons de coiffure et des halls d'entrée, le caïd de la réparation automobile démasqué, de mécanicien à mafieux, la double vie de Victor Carrington. Il le dépeignait comme un personnage mystérieux menant une double vie, bâtissant son entreprise comme façade pour un empire criminel. L'absurdité de la situation laissa Victor stupéfait, non pas par crainte des allégations, mais parce qu'il assistait en temps réel au piratage de son identité. À chaque interview, à chaque table ronde, il parlait avec autorité de choses qu'il ne comprenait même pas. Des mots comme racket, blanchiment, syndicat, organisé, des termes qui n'avaient rien à voir avec les mises au point et les réparations de transmission. Mais la vérité n'était pas ce que le monde voulait. La vérité ne faisait pas de bonne télévision. En coulisses, des courants plus sombres s'agitaient sous la surface. On entendait maintenant des murmures, juste sous le grondement du scandale public. Les avocats marmonnaient dans les ascenseurs, et le personnel du tribunal échangeait des regards rapides au passage de Victor. Les gens savaient quelque chose. Ils ne le disaient simplement pas. Dans le calme des bâtiments gouvernementaux, et lors des appels téléphoniques nocturnes, le lieutenant-général Victor Knight resserrait son emprise. Knight, un officier décoré, dont le visage figurait sur les panneaux d'affichage de recrutement et dont le nom circulait dans les cercles politiques, portait un héritage bâti sur le contrôle et la peur. Des années auparavant, il avait croisé la route de Victor Carrington lors d'un incident dans une petite ville qui avait failli ruiner l'avenir du jeune homme. À l'époque, Knight avait accusé Victor d'avoir volé du matériel militaire dans la cour d'un mécanicien de la base, une accusation qui s'était avérée fausse par la suite, mais seulement après que Victor eut passé des mois à se défendre et à perdre des opportunités d'emploi à cause de la tâche qu'elle avait laissée. Knight ne s'était jamais excusé. Il avait seulement regardé, en silence, Victor reconstruire sa vie. Mais maintenant, Knight était de retour, et cette fois, il ne se cachait pas derrière le protocole. Cette fois, il voulait enterrer Victor pour de bon, non pas parce que Victor était coupable, mais parce que sa survie constituerait une condamnation pour l'abus de pouvoir de Knight. Pour des gens comme lui, le passé était une tâche à effacer, pas à prendre en compte. Au tribunal, son influence était invisible, mais indéniable. Les juges, autrefois fièrement indépendants, traitent désormais avec prudence les affaires dont Knight était saisi. Les procureurs, avides de nomination fédérale, ajustaient leur stratégie à des directives chuchotées. Et dans l'ombre, le sénateur Harold Briggs évoluait tel un serpent. Connu pour son charme voilé et ses facéties à la chasse aux gros titres, Briggs voyait dans le procès de Victor une occasion politique idéale. Un ouvrier devenu criminel, un voyou public pour rallier les électeurs à une nouvelle répression. Peu importait que Victor soit coupable. Ce qui comptait, c'était que son dossier fasse passer les bonnes personnes pour puissantes. À son retour au tribunal le 2e jour, Victor portait sur ses épaules plus que sa propre peur. Il sentait le poids d'une machine l'écraser, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il avait osé devenir. La tension était palpable dans la salle d'audience. L'accusation arrivait avec de nouvelles pièces à conviction, de nouveaux dossiers et la même assurance suffisante. Il montrait des virements bancaires que Victor ne reconnaissait pas, des contacts auxquels il n'avait jamais parlé
et des photos de sa rencontre avec l'homme qui avait dissimulé les éléments compromettants dans sa boutique, un homme que Victor comprenait désormais être un informateur, un appât utilisé pour l'attirer dans ce réseau complexe. Les photos étaient cadrées avec soin, suffisamment granuleuses pour susciter le doute, suffisamment nettes pour paraître compromettantes. Le jury observait avec de grands yeux. C'étaient des gens ordinaires, pas des enquêteurs. Ils ne voyaient pas les limites tracées à l'extérieur de la salle d'audience. Le juge Jonathan Weber présidait les débats avec le détachement froid d'un homme cochant des cases. Son marteau s'abattait plus souvent pour faire taire Samuel Whittaker que pour gérer les excès de l'accusation. Samuel, l'avocat de Victor, était vieillissant mais vif. Il y avait de la fureur dans ses yeux, une rage sourde d'être entravé par un système qui prétendait être juste mais refusait de l'accorder. À maintes reprises, il tenta de présenter des preuves susceptibles de faire changer d'avis le jury, des images de vidéosurveillance de la nuit de la prétendue rencontre, des références de clients de longue date et le témoignage d'un policier à la retraite qui avait autrefois blanchi Victor de tout acte répréhensible. À chaque fois, le juge Weber levait la main ou adressait un bref signe de tête à l'accusation, se rangeant du côté de Samuel d'un mouvement de poignet ou d'une allusion sèche au protocole. Tout était trop précis, trop chorégraphié. Samuel connaissait bien la stratégie. Il avait déjà vu ce genre de danse, mais jamais il ne s'était senti aussi acculé. Dehors, les journalistes traquaient quiconque avait un lien, même passager, avec Victor. Sa famille restait à l'intérieur, les stores tirés, les téléphones éteints. Sa femme, Miranda, refusa les interviews, et sa fille adolescente, Elena, désactiva ses réseaux sociaux dès le début du harcèlement. Des amis du quartier tentèrent de lui rendre visite, mais se retrouvèrent arrêtés par des voitures banalisées garées en bas de la rue, toujours aux aguets. Victor avait toujours cru que la vérité, comme l'huile dans un moteur, finirait par remonter à la surface. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr. La machine contre laquelle il se trouvait avait des rouages trop gros, trop bien huilés. À la fin du deuxième jour, l'épuisement s'accrochait à Victor comme une seconde peau. Tandis que le juge accomplissait péniblement les formalités juridiques, ajournant l'audience au lendemain matin, Victor regarda Samuel. Le vieil homme se frottait les tempes, le visage crispé par la frustration. Ils entrèrent ensemble dans le couloir sombre, où le marbre résonnait de leurs pas et où le bourdonnement lointain des conversations persistait dans les chambres voisines. Samuel se tourna vers lui, la voix basse, les yeux rivés sur la lourde vérité qu'ils partagèrent désormais. Il dit qu'il avait besoin que Victor lui fasse confiance, qu'il ne se battait plus seulement pour la liberté. Des mains déformaient cette affaire pour la rendre méconnaissable. Il avait une idée qui pourrait révéler l'ingérence obscure, mais elle ne serait pas nette. Ce ne serait pas sûr. Pourtant, c'était leur seule chance. Avant que Victor puisse répondre, la lourde porte en bois de la salle d'audience grinça derrière eux. Des pas résonnèrent avec une précision troublante. Samuel se redressa. Victor se retourna. Une grande silhouette émergea de la faible lumière, son uniforme impeccable, ses médailles luisant faiblement sous les néons du couloir. Le lieutenant-général Victor Knight. Il se déplaçait comme un homme habitué au silence, les yeux fixes, la présence glaciale. Il s'arrêta à quelques mètres d'eux, le regard fixé sur Victor. L'espace d'un instant, l'air lui parut plus rare, plus froid. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, Knight se pencha, ses mots tranchant l'espace comme des lames de rasoir. Victor ignorait à quoi il avait affaire. Sur ces mots, il se retourna et s'éloigna avec l'assurance posée d'un homme qui se croyait intouchable. Victor resta figé, non pas par peur, mais par la froide conscience que chacun de ses gestes à partir de maintenant serait assiégé. Ce procès n'avait jamais eu pour but la justice. Il s'agissait de le réduire au silence. Samuel se tenait à ses côtés, immobile et pensif, comme s'il pesait les risques du plan qu'il avait évoqué. Quoi qu'il s'apprêtait à faire, il faudrait que ce soit rapide, juste, et qu'il tranche dans le tissu de mensonges soigneusement tissés avant qu'il ne soit trop tard.
Le troisième jour du procès se leva sous un ciel gris ardoise, de ceux qui donnaient au palais de justice une apparence encore plus vaste et froide que la veille. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. Chaque siège de la galerie occupé par des spectateurs et des journalistes, le regard vif et inquiet. Certains serraient leurs bloc-notes, d'autres leurs téléphones ou leurs enregistreurs, anticipant quelque chose d'énorme. Même les jurés semblaient plus tendus que d'habitude, s'agitant subtilement sur leurs chaises comme s'ils pressentaient, eux aussi, que la trajectoire de l'affaire était sur le point de changer. Des murmures parcoururent la foule comme des ombres agitées, mais dès que les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant, le silence s'abattit. Les têtes se tournèrent à l'unisson tandis que Samuel entrait dans la pièce, d'un pas calme mais posé, les bras chargés d'une épaisse pile de dossiers. Chaque dossier regorgeait de documents qui semblaient vibrer d'urgence, leurs bords usés par les heures passées à les examiner en secret. Le regard de Victor se fixa sur Samuel dès son entrée, une lueur d'espoir illuminant son visage par ailleurs épuisé. Il se redressa, son pouls emballant non pas de peur cette fois, mais d'impatience. Quelque chose dans l'attitude de Samuel lui disait que ce n'était pas une autre journée de manœuvre défensive, mais quelque chose de plus. Victor le sentait dans la façon dont Samuel se déplaçait, comme si chaque pas était un coup porté à l'injustice qui l'étouffait depuis si longtemps. Le juge Weber leva les yeux de son banc, son sourire narquois habituel remplacé par une crispation prudente autour de la bouche. Il remua sur sa chaise, les yeux plissés lorsque Samuel demanda à s'approcher du tribunal avec de nouvelles preuves. Une hésitation flottait dans l'air, un moment d'inactivité, chacun attendant de voir quelle carte allait être posée. Samuel n'attendit pas la permission. Avec une intensité silencieuse, il commença à distribuer les documents au greffier, à l'huissier, au procureur et enfin au juge. Chaque feuille était une pièce précieusement conservée d'un puzzle dont personne ne s'attendait à la résolution. Alors que Samuel commençait sa présentation, la salle d'audience se pencha collectivement. Ce qui émergea n'était pas de simples données techniques ou de vagues allégations, c'était une série de correspondances numériques, cryptées, mais désormais décryptées, entre des personnalités politiques et militaires clés. Les noms qui apparurent suffirent à provoquer un léger soupir dans la salle. Knight, Briggs. D'autres figures moins connues, mais tout aussi dangereuses au sein de l'appareil du pouvoir. Les documents horodatés et irréfutables révélaient une planification délibérée. Des communications qui planifiaient avec précision l'orchestration de la chute de Victor. Chaque mot sur ces pages était une trahison de la justice, chaque courriel un calcul froid pour détruire un homme qu'ils avaient qualifié de sacrifiable. Les halètements se transformèrent en murmures, et les murmures en un silence stupéfait. Même les procureurs semblèrent secoués, leurs expressions se déformant en de pâles masques d'incrédulité à mesure que les preuves s'accumulaient. Samuel ne se précipita pas. Il laissa le poids de chaque document se déposer avant de passer au suivant, se régulant avec la maîtrise de soi d'un homme qui avait passé des nuits blanches à se préparer à ce moment précis. Il expliqua comment ces communications avaient été enfouies sous des autorisations classifiées, comment elles avaient été intentionnellement omises de la découverte, et comment il avait tout risqué pour les déterrer. Victor pouvait à peine respirer. Chaque révélation le frappait comme une vague, et pourtant il resta calme, regardant les fondations du tribunal commencer à se fissurer. Il vit le jury échanger des regards mêlés de confusion et de prise de conscience. Il vit la sténographe ralentir sa frappe, comme si ses doigts peinaient à suivre la vérité qui se dévoilait sous ses yeux. Les murs de mensonges qu'il avait enfermés si longtemps commençaient à se fissurer. Puis, Samuel reporta son attention sur le banc, et la tension dans la salle atteignit un niveau insupportable. Son regard était fixe, mais sa voix était d'acier lorsqu'il révéla la dernière pièce, dévastatrice, du puzzle. Le cœur de Victor bondit, tandis que Samuel décrivait des notes internes et des correspondances signalées impliquant le juge Weber, non pas comme un simple participant passif, mais comme une entité manipulée qui s'était laissée guider, consciemment ou non. D'après les documents,
Le juge Weber avait été choisi pour ce procès précisément en raison de sa sensibilité à la coercition subtile. Ses décisions passées, ses liens financiers, son besoin de s'élever au sein d'une hiérarchie juridique corrompue, tout cela avait été noté, exploité. Le juge Weber cligna des yeux comme pour nier ce qu'il venait d'entendre, mais son visage se vida. Pour la première fois, il ressemblait moins à un homme maître de lui qu'à un homme acculé. Son marteau trembla légèrement lorsqu'il le leva, mais avant qu'il ne puisse le baisser, la voix de Samuel s'éleva à nouveau, ferme, inébranlable. Il ne demanda pas la permission. Il ne mendia pas son attention. Il déclara, avec la force de quelqu'un qui s'adressait non seulement au juge, mais à tous les complices de la destruction de Victor, que la tromperie prenait fin. Il accusa directement Weber, affirmant que le juge les avait laissés le manipuler, avait fait leur jeu en prétendant servir la justice. La salle d'audience se tut complètement. On n'entendit que le léger bourdonnement des néons au-dessus et le tapotement lointain et erratique du clavier d'un journaliste. Puis le silence se brisa. Les portes à 2 battants s'ouvrirent brusquement au fond de la salle d'audience. Des policiers armés entrèrent, leurs mouvements rapides et réfléchis. Pendant une seconde, personne ne comprit pour qui ils étaient là. Victor tressaillit, imaginant instinctivement le pire. Mais l'officier principal le dépassa sans s'arrêter et s'approcha du banc. Des exclamations de surprise jaillirent. Weber ouvrit la bouche en signe de protestation, mais ses mots moururent dans sa gorge lorsque l'officier lut le mandat à voix haute. Toutes les têtes se tournèrent, tous les appareils photo cliquèrent. Le juge, symbole de l'ordre dans cette salle d'audience, était placé en état d'arrestation. Son marteau roula du banc et tomba au sol avec fracas. Les journalistes se précipitèrent pour immortaliser l'instant, leurs objectifs s'accrochant à l'image de l'homme vénéré, craint et désormais exposé. Samuel ne sourit pas. Il n'y avait aucune expression de triomphe sur son visage, seulement de l'épuisement et de la détermination. Il connaissait le risque de remettre en cause le système de l'intérieur. Il avait anticipé les réactions négatives, l'obstruction, peut-être même les menaces. Mais rien n'aurait pu le préparer au poids émotionnel de voir le premier mur s'effondrer. Il resta immobile tandis que les officiers escortaient le juge, la robe de l'homme traînant derrière lui comme une illusion abandonnée. Victor resta figé, incapable de concilier le spectacle qui s'offrait à lui avec l'enfer dans lequel il vivait. Longtemps, il avait cru que les murs qui l'entouraient étaient impénétrables, que la vérité, aussi pure soit-elle, ne pourrait jamais vaincre la machinerie conçue pour l'enterrer. Mais maintenant, en un instant, cette croyance s'effondrait. Le juge, celui-là même qui avait rejeté ses plaidoiries, réduit au silence son avocat, laissé les mensonges s'envenimer, était emmené menotté. La galerie s'embrasa dans une conversation chaotique, mais rien de tout cela ne toucha Victor. Il fixa Samuel, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était pas fini. Le système était loin d'être assaini, mais le vent avait tourné. Samuel avait porté un coup impossible à ignorer, un coup qui allait se répercuter bien au-delà de la salle d'audience. Derrière lui, les procureurs restaient assis, stupéfaits, leur plan déjoué par des preuves dont ils ignoraient l'existence. Il avait fallu des années pour en arriver là, des années d'injustice, de manipulation et de souffrance. Et maintenant, pour la première fois, la vérité avait trouvé une voix suffisamment puissante pour briser le silence. Alors que Victor baissait les yeux sur les menottes encore enroulées autour de ses poignets, il réalisa quelque chose qui lui fit frissonner la poitrine. Il croyait, sincèrement, qu'elle serait bientôt retirée. Non pas par clémence ou faveur, mais parce que quelqu'un avait enfin osé regarder derrière le rideau, pour exposer les mains qui tiraient les ficelles. Et pour la première fois, la justice avait cessé de murmurer et s'était mise à rugir. L'arrestation du juge Weber avait provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, la figeant dans un silence stupéfait. Le marteau qu'il avait autrefois brandi avec une autorité incontestée était désormais abandonné, son claquement résonnant encore dans l'esprit de tous.
Les journalistes se précipitaient pour capturer chaque image, leurs appareils photos crépitant furieusement tandis que l'homme autrefois considéré comme le symbole de la justice était emmené menotté. L'équipe de l'accusation était paralysée, ses stratégies soigneusement préparées se défaisant sous leurs yeux. Leur allié clé s'était effondré sous le poids de la vérité, et sans lui, leur dossier était en lambeaux. Dans la galerie, des murmures déferlèrent comme un raz-de-marée. Un mélange d'incrédulité, de justification et de rage s'échappant des spectateurs venus s'attendre à un procès et qui assistèrent en réalité à un jugement. Knight et Briggs, assis quelques rangs derrière l'accusation, échangèrent un regard qui trahissait plus que de la panique. Il révéla les fissures fragiles dans les fondations de leur pouvoir. La confiance suffisante qui les avait autrefois définis avait disparu, remplacée par une fine couche de sueur, et la réalisation creuse que les ficelles qu'ils avaient tirées si longtemps leur échappaient. Ils chuchotèrent à la hâte, le visage figé par la peur, tandis qu'ils calculaient les dégâts. Mais il était trop tard. Samuel avait frappé avec précision, démantelant la machine pièce par pièce jusqu'à ce que les rouages s'arrêtent net au vu et au su de tous. La vérité n'avait pas seulement été murmurée à huis clos, elle avait été hurlée du cœur de la salle d'audience. Dans les jours qui suivirent, les retombées se répandirent comme une traînée de poudre. Les médias ont couvert l'affaire en continu, les gros titres criant au scandale de la corruption sans précédent révélé lors du procès de Victor Carrington. Les vidéos de l'arrestation du juge Weber ont inondé les réseaux sociaux, déclenchant un débat national qu'il était impossible de réprimer plus longtemps. Des manifestations ont éclaté devant les tribunaux, exigeant des réformes et la responsabilisation. La confiance du public dans le système judiciaire, déjà fragile, était désormais au bord du gouffre. Et au cœur de tout cela, le nom de Victor était lentement restauré. Peu à peu, la tâche des fausses accusations s'estompait à mesure que la vérité prenait de l'ampleur. Victor était entré au tribunal en homme condamné. Il en est ressorti symbole de l'endurance, des innombrables personnes tombées entre les mailles du filet d'un système défaillant et du triomphe rare et durement gagné de la vérité. Bien que les charges aient été abandonnées, les cicatrices subsistaient. Il ressentait encore la vive douleur des menottes, entendait encore les voix moqueuses qui avait autrefois réclamé sa culpabilité. Mais à côté de cette douleur, il y avait quelque chose de nouveau, la lucidité. Il avait regardé au cœur de l'injustice sans ciller. Il y avait survécu. Plus encore, il avait contribué à le révéler. Samuel Whittaker, autrefois considéré comme un avocat obstiné traquant les ombres, était désormais une figure emblématique. Mais pour lui, la victoire n'était jamais une question de notoriété. Il s'agissait d'une promesse, se lever quand d'autres s'inclinaient, parler quand d'autres se taisaient. Il avait vu ce qu'ils avaient fait à Victor, et il avait choisi de se battre. Pas seulement avec des mots, mais avec la lame acérée de la vérité, tirée lentement, patiemment et dirigée avec une précision implacable. Et il avait gagné. Mais même lui savait que ce n'était que le début. L'effet d'entraînement du procès donna lieu à des enquêtes dans plusieurs districts. D'autres noms apparurent. Juges, officiers, conseillers, tous liés au même réseau complexe de tromperies et d'abus. Knight et Briggs furent placés sous surveillance fédérale, leurs avoirs gelés, leurs alliances s'effondrant. Ils avaient sous-estimé le pouvoir de la révélation, et maintenant, ils étaient pris au piège même qu'ils avaient tendu à Victor. Leurs empires, autrefois intouchables, étaient au bord de l'effondrement. Victor, quant à lui, ne recherchait plus la lumière. Il retourna à la routine tranquille de son ancienne vie, mais rien ne lui semblait plus pareil. Les lieux où il avait autrefois trouvé la paix lui semblaient désormais plus lourds, façonnés par le souvenir et la perte. Pourtant, il avançait, non pas comme un homme brisé, mais comme un homme renaît